tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo recommandation pour les personnes qui souhaitent se remettre à la lecture ou se sortir d'une panne de lecture. J'ai une sélection d'environ une vingtaine de titres à vous proposer de livres qui, je pense, pourraient vous convenir si vous cherchez à vous relancer dans la lecture, si vous avez eu des pannes de lecture et qu'il n'y a plus rien qui vous tente. Je vous ai préparé de quoi arranger tout ça. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, j'ai fait une vidéo récemment où je parlais de mes astuces pour se remettre à la lecture, se sortir d'une panne de lecture, lire un peu plus. Donc vous pouvez aller voir ça en complément de cette vidéo, mais aujourd'hui on va vraiment se centrer sur les recommandations, les livres que je considère les meilleurs, personnellement. Chacun va avoir sa sélection, mais pour moi ce sont vraiment les lectures à privilégier pour se relancer dans la lecture. J'ai fait une petite catégorisation par genre, mais j'ai essayé de mettre un petit peu tout. Vous allez voir, il y a des gros classiques, il y a certains qui sont mes livres préférés, j'ai essayé de pas mettre que ça parce que ce serait une autre vidéo. Et puis il y en a peut-être un petit peu moins connus, donc un peu de tout. Je vous invite à aller voir d'autres vidéos aussi du genre pour vous faire votre petite sélection. Et j'espère que dans les titres que je propose, il y en a qui vont vous plaire. Donc on va commencer avec le premier genre que j'ai choisi, qui est tout ce qui touche à la science-fiction, à la dystopie. Je vais commencer avec un classique ultra archi connu, mais en même temps, les classiques le sont pour une raison. Hunger Games de Suzanne Collins, qui est sorti il y a maintenant beaucoup trop longtemps, mais qui est toujours d'actualité. D'ailleurs, elle a récemment sorti Lever de soleil sur la moisson, donc elle-même continue à explorer cet univers-là. Et je voulais commencer par ce livre-là parce que moi, ça fait partie des livres qui m'ont remis à la lecture après une pause qui a quand même duré, j'ai envie de dire 5 ans, pendant que je faisais mes études en France. J'avais arrêté pas mal de lire, je consommais beaucoup de séries par contre, genre vraiment beaucoup, mais j'ai regardé le film Hunger Games, j'étais comme oh my god c'est incroyable, je vais lire les livres, et je pense qu'en une semaine j'avais lu la trilogie, j'étais à fond, donc ces livres-là ont une place particulière dans mon cœur, mais au-delà de ça je pense que c'est un très bon choix pour cette vidéo recommandation, parce que c'est une lecture qui est extrêmement prenante, et vous allez voir que c'est un peu comme ça que j'ai fait mes choix de livres en fait. C'est que j'y suis allée avec des livres qui captivent l'attention, que ce soit par rapport aux personnages dans lesquels on se reconnaît, ou on vraiment va connecter avec eux et on va vouloir savoir qu'est-ce qui va leur arriver, que ce soit au niveau de l'intrigue, où il y a tellement de mystères qu'on veut résoudre. Pour moi, l'implication qu'on va mettre dans la lecture, à quel point on va connecter avec ce qu'on lit, c'est le meilleur critère de sélection de ces livres-là. Et une astuce, si jamais du coup vous en cherchez d'autres. Mais pour revenir à Hunger Games, je sais pas si j'ai besoin de présenter l'histoire, mais brièvement, on est sur une dystopie dans un pays qui ressemble au futur des États-Unis, où il y a un Capitole qui détient tout le pouvoir et le reste du territoire qui est découpé en plusieurs districts. Et chaque année, il y a les Hunger Games, les Jeux de la faim, où les districts sont contraints et forcés d'envoyer des tribus qui vont combattre jusqu'à ce qu'un seul survive. Et nous, on va suivre Katniss Everdeen, l'héroïne qui a été choisie comme tribu du district 12, 13. Oh, j'ai un trou. 12. 12, hein. Faut que je les relise. C'est bien parce que j'ai vraiment lu Lever de soleil sur la moisson il y a même pas un mois. Mais c'est le 12. Donc vraiment, lecture incroyable. Et puis vous pouvez voir les films après. Peut-être que vous avez déjà vu les films, mais dans ce cas, ça vaut quand même la peine de lire les livres. Deuxième livre dont je veux vous parler pour cette catégorie science-fiction dystopie, c'est Vicious de V. Schwab. Donc là, on est sur de la science-fiction légère, on va dire. Ça se passe à notre époque, dans notre monde. Et il y a deux jeunes hommes, Victor et Eli, qui vont, durant leurs études, réaliser que les expériences de quasi-mort, en fait, quand on a ton cœur qui s'arrête et tout ça, puis que t'es réanimé ensuite par la suite et ramené à la vie, les expériences de mort imminente, c'est ça le terme que je cherchais, te permettent de développer des pouvoirs quand tu les fais dans les bonnes conditions. Et donc, ils vont se mettre dans ces conditions-là, développer des pouvoirs. Ça va pas très bien se passer. C'est un livre où les rôles de héros et de méchants sont très flous et très relatifs, et c'est hyper intéressant. La plume de V. Schwab est magnifique, et je trouve que c'est un livre qui va vraiment explorer qu'est-ce que c'est le bien, qu'est-ce que c'est le mal, qu'est-ce que tu fais avec le pouvoir quand tu en as. Les personnages
sont hyper bien écrits. Vraiment, c'est mon livre préféré de cette autrice, je pense, en fait. Un autre classique de la science-fiction, Red Rising de Pierce Brown. Beaucoup trop de R à dire entre le titre et le nom de l'auteur. Ici, c'est un peu Hunger Games, mais version dans l'espace à une époque qui rappelle l'Empire romain. Je ne sais pas si ça vous donne envie, mais c'est excellent. On a un système de caste, en fait, selon les couleurs. Et bien sûr, certaines sont beaucoup plus exploitées que d'autres. Il y a beaucoup d'inégalités, de richesse, de mode de vie et tout ça. Et le héros qui vient de la caste la plus basse, en fait, va participer un peu, bon gré mal gré, à une révolution. Quand je vous disais que c'était un petit peu Hunger Games. Mais indirectement, parce qu'il va endosser une fausse identité. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir, mais c'est vraiment super bien écrit, super prenant. C'est une série un petit peu plus longue peut-être, mais on va pas passer les tops parce que vraiment il se passe tellement de choses. Et j'avais envie notamment d'inclure ce livre-là parce que c'est un de ceux que Johan a lu et adoré. Et il ne lit pas souvent, mais là, il m'a devancé dans cette série-là, il est rendu plus loin que moi, pour vous dire. Un livre que j'ai lu il y a pas mal d'années, qui je pense était parti pour être un stand-alone, mais maintenant il y a une suite, c'est The Darkness Outside Us. Je vous mettrai la couverture là pour que vous ayez le titre, en français aussi. Et celui-là, je l'ai choisi parce que c'est un roman de science-fiction qui n'est pas trop complexe en termes de world building ni rien, parce que principalement on va être dans une cabine spatiale qui contient 2 passagers. Donc c'est assez clair qu'est-ce qui se passe. Ils sont en voyage vers une planète, donc 2 jeunes hommes qui viennent, un des États-Unis et un de la Russie, il me semble, et qui sont censés travailler un petit peu ensemble et mener une mission assez mystérieuse à bien. Et en fait, la force de ce livre, c'est qu'il y a un énorme plot twist qu'on ne voit pas venir et qu'on découvre au fur et à mesure de la structure du livre, qui est hyper intéressant, et donc ça va vous donner envie de continuer à lire jusqu'à la fin pour avoir le fin mot de l'histoire. J'avais vraiment adoré cette lecture il y a quelques années et je pense que c'est un bon choix si vous voulez vous lancer dans la science-fiction, mais que vous voulez pas quelque chose de trop compliqué non plus pour commencer. Là, vous devez vous dire, ok, maintenant tu vas nous parler de fantasy, c'est ton genre préféré? Non, je vais finir avec la fantasy parce que c'est là où j'ai le plus de recommandations. Avant ça, on va parler un petit peu romance. Le premier livre que j'ai à vous proposer dans cette catégorie, c'est Archer's Voice de Mia Sheridan, qui est une romance extrêmement addictive. Je pense que de façon globale, si on veut se remettre à la lecture, les romances peuvent être un très bon choix parce que c'est des livres qui se lisent vite et dans lesquels on est très impliqué émotionnellement, en tout cas ceux avec lesquels on connecte. Et du coup, ça va être vraiment facile à lire, facile à finir, facile à enchaîner, même si c'est ce que vous voulez. Et je pense que vraiment, il y a tout ce qu'il faut pour agripper l'attention, les émotions, l'intérêt et faire qu'on retrouve le goût à la lecture. Et le Mia Sheridan en particulier, pour moi, c'est une romance qui m'a fait vraiment vivre beaucoup d'émotions. Très intense, c'est peut-être pas la meilleure, mais pendant que je la lisais, qu'est-ce que j'étais à fond, et des fois c'est tout ce qu'on a besoin. Brie est une jeune femme qui a vécu des choses pas faciles, on le comprend assez rapidement, et elle va se relocaliser dans une petite ville dans le Maine où elle va rencontrer Arthur, qui est un jeune homme assez mystérieux, assez mal vu dans la ville, et qui a perdu la parole, qui lui aussi a eu un passé extrêmement trouble et compliqué, et ils vont petit à petit se lier d'amitié, apprendre à se connaître. Il va arriver plein de mésaventures aussi encore aux deux, mais c'est une romance très émouvante et j'ai beaucoup aimé les 2 personnages qu'on voit, et vraiment ça joue sur le pathos, cette romance, vraiment ça joue à fond là-dessus, mais comme je le disais, des fois c'est ça qu'il nous faut. Pour décoincer la machine de la lecture, c'est ça qu'il faut. Une autre romance, mais cette fois-ci en graphique, parce que, comme je le dis dans ma vidéo astuce, les graphiques c'est un super bon moyen de recommencer la lecture aussi. Et là je voulais vous parler de Heartstopper, qui est quand même un gros classique maintenant, donc l'œuvre de Ali Hazelwood, adaptée sur Netflix en série, où on va suivre la romance de 2 qui sont au collège ou au lycée, je suis pas sûre avec les classes au Royaume-Uni, mais en tout cas 2 adolescents, Nick et Charlie, et de leur romance, et c'est tellement mignon et réconfortant, et en même temps il y a des thèmes super importants qui sont abordés comme le harcèlement à l'école, les problèmes de troubles alimentaires, l'homophobie, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont abordées, mais c'est fait avec tellement de douceur dans le fond, et c'est hyper émouvant, on s'attache énormément à Nick et à Charlie, et je pense pas qu'on puisse résister à ces livres-là, honnêtement, ils sont trop mignons. On n'a pas fini avec les romances, je sais, c'est surprenant, mais
Léa Hazelwood. Là j'ai choisi Love on the Brain parce que c'est un de mes préférés. Ces romans sont hyper addictifs. Hazelwood, à chaque fois je les lis, je pense en 1 à 2 jours. N'importe lequel de ces livres, je pense, on peut prendre, c'est à peu près la même intrigue, mais quand on aime ça, on aime ça. Une jeune femme qui est dans les STEM, donc dans les sciences, qui a un boss, un collègue, un autre chercheur, qu'elle a l'impression qu'il la déteste, alors qu'en fait il est secrètement amoureux d'elle. Ils finissent par se mettre dans une relation souvent sous de faux prétextes, et ils tombent vraiment amoureux. Il leur arrive des petites mésaventures en chemin, mais ça finit bien. Et comme je l'ai dit, voilà, on peut pas s'empêcher de les lire et d'aimer. Il faut pas avoir peur d'être dans les clichés un petit peu avec Ali Hazelwood, mais ça reste que c'est super distrayant, c'est bien écrit quand on accepte qu'elle va aller dans l'exagération de tout. Et il y a beaucoup de consentement, les relations sont saines, c'est ça que je recherche dans les romances. C'est des lectures sans prise de tête, mais qui vont quand même aller chercher des fois dans des thématiques un peu plus sérieuses, et ça se lit tout seul. Vraiment, ça se lit tout seul. Le dernier livre, je le classe dans les romances, mais pour moi ça va quand même au-delà de ça aussi. Il s'agit de Beach Read de Emily Henry. Je sais que c'est un roman qui divise un petit peu plus, mais moi je trouve que c'est un bon choix pour se remettre à lire, parce qu'en plus c'est un livre qui parle de livres, vu qu'on va suivre 2 auteurs de genres très différents, qui vont décider de se lancer dans un petit défi en été, et d'échanger leur style d'écriture. Donc chacun va faire des recherches comme l'autre les ferait, ce qui va amener plein de situations assez intéressantes. Ça va les amener aussi beaucoup à se rapprocher. Il y a une petite attirance entre eux qu'on ne peut pas ignorer. La Blume d'Emily Henry, je suis extra fan. Et la vibe petite ville dans laquelle elle nous plonge, on s'y sent bien, on a envie d'y déménager. C'est vraiment un livre bonbon pour moi qui est hyper agréable à lire, en particulier en été. Il a été traduit en français d'ailleurs avec le titre Comme dans un roman d'été. Voilà, donc période parfaite pour le lire et vous allez pas le regretter. Maintenant je vais rentrer dans une catégorie un peu plus thriller ou roman à mystère, en commençant avec La Psy de Frida McFadden. Je n'ai pas lu ses autres, mais je pense que ça pourrait s'appliquer à ses autres livres de ce que j'en ai entendu, comme La femme de ménage. Les Frida McFadden, c'est typiquement le genre de thriller qu'on peut pas décrocher une fois qu'on commence, parce que les chapitres s'arrêtent d'une façon où t'as forcément envie de lire la suite. Et après les romances, je trouve que les thrillers et les romans policiers, ce sont des bons choix aussi pour se remettre à la lecture, parce que si vous accrochez, si ça vous harponne, vous allez vouloir savoir qu'est-ce qui va se passer et ça va se lire très vite. Et La Psy, je l'ai lu quasiment une journée, je pense. C'était peut-être pas le meilleur thriller que j'ai lu, c'était peut-être un livre avec certains défauts, mais qu'est-ce que c'était addictif, je voulais pas arrêter. Je l'ai lu en livre audio, j'adore lire les thrillers sous ce format-là, et franchement, j'étais à fond, complètement à fond, et le livre est passé sans que je m'en rende compte. C'est difficile de résumer les thrillers parce que j'ai toujours peur d'en dire trop, mais on suit le point de vue d'une jeune femme qui est récemment mariée et qui va visiter une maison avec son mari dans laquelle il pense potentiellement aménager, sauf qu'ils vont se retrouver isolés dans cette maison par une tempête de neige. Et je vais m'en arrêter là. Il y a plusieurs perspectives dans le livre aussi, plusieurs points de vue. C'est très prenant. Dans le même genre de livres hyper addictifs qu'on veut plus arrêter jusqu'à ce qu'on les finisse, Yellowface de R.F. Huang. Lui aussi, je l'ai dévoré en livre audio, genre mais tellement vite. Je pouvais pas m'arrêter. Le principe est hyper intéressant. C'est une autrice blanche qui a une amie qui est une autrice d'origine asiatique qui va mourir et en fait elle va s'attribuer son manuscrit. Donc elle va prendre sa place, elle va comme porter un masque et devenir cette personne-là et prétendre que c'est elle qui a écrit le livre. Et on va suivre tout son cheminement mental pour en arriver là, toutes les conséquences que ça amène, les réflexions aussi autour du milieu de l'édition. Et c'était génial. Et comme je l'ai dit, vraiment, ça se dévore et les chapitres sont courts et tu veux savoir qu'est-ce qui va se passer et tu peux pas t'arrêter. Et le livre est fini. Dans un style un petit peu plus distrayant, peut-être, mais aussi très page-turner qu'on veut pas s'arrêter de lire, il y a The Husband de Holly Gramazio qui a failli être une de mes lectures préférées de l'an dernier. J'ai trouvé ce livre tellement incroyable, je suis vraiment contente qu'il ait été traduit, même si je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de pub autour. Il vaut la peine. C'est l'histoire d'une jeune femme qui, à un moment, va découvrir chez elle un homme qu'elle ne connaît pas et qui prétend être son mari. Alors déjà là on est comme... qu'est-ce qui se passe? Mais ça s'arrête pas là, parce qu'en plus de ça, à un moment il va aller au grenier chercher quelque chose et quand il descend, c'est un autre homme
qui est aussi son mari. Et elle va réaliser qu'en fait, à chaque fois qu'elle envoie un homme au grenier, un autre descend, et donc elle va pouvoir tester comme ça plein de maris. Alors au début, elle trouve ça drôle, puis après ça lui fait se poser des questions sur à quel point elle-même elle change à travers toutes ses relations. Puis s'il y a un mari qu'elle veut garder, mais qui monte au grenier par accident, c'est la merde. Si au contraire, il y en a un qu'elle veut faire partir, mais qui refuse d'aller au grenier, c'est aussi très embêtant. Et je trouvais que ça venait vraiment explorer les relations d'une façon hyper originale. Et quand t'es dans la tête de l'héroïne, tu suis un peu tout son cheminement de pensée, et c'est très très distrayant aussi. Ça fait réfléchir, mais surtout, j'ai juste trouvé que c'était extrêmement divertissant. Comme je pense que c'est un des livres qui m'a le plus diverti des dernières années, et ça fait du bien. Je voulais aussi vous parler de Inheritance Game. En parlant de livres divertissants, ceux-là le sont pas mal. Encore une fois, des livres extrêmement addictifs. C'était censé être une trilogie, mais elle n'arrête pas d'en faire des nouveaux, par contre, juste à savoir. Et l'histoire de base, la première trilogie, c'est une jeune fille orpheline qui n'a plus que sa sœur, qui vit vraiment dans la pauvreté, va hériter d'un multi-giga méga milliardaire. Elle sait pas pourquoi elle. Toute la famille du milliardaire se pose la question et la déteste un petit peu, genre pourquoi elle nous vole tout notre argent. La seule condition, c'est que pendant 1 an, elle doit rester vivre à la résidence du milliardaire. Et là, elle va se rendre compte qu'il lui a laissé plein d'énigmes, qu'il a laissé des énigmes à sa famille aussi. Il y a une petite vibe à couteau tiré au milieu de tout ça. Et tout au long du livre, elle va essayer de comprendre quel est le mystère de cet homme, pourquoi est-ce qu'il lui a légué tout cet argent, quel est son lien avec lui s'il y en a un, et quel est le passé un petit peu de cette famille-là. Et vraiment, les chapitres sont de quelques pages, donc tu les passes sans t'en rendre compte. Nous aussi, bien sûr, on veut résoudre les énigmes et savoir le fin mot de l'histoire. Donc vraiment une série qui est quand même assez simple aussi, c'est du young adult, mais qui est parfaite si vous voulez vous lancer dans quelque chose de divertissant, d'addictif, et qui se lit tout seul. Un dernier livre que je veux vous présenter dans cette catégorie un peu littérature générale, fourre-tout, c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. De façon générale, je pense que les Taylor Jenkins Reid sont des bons choix quand on veut se remettre dans la lecture, mais celui-là, je pense que c'est celui que je conseillerais le plus pour commencer, même si c'est pas mon préféré personnellement. Je pense que c'est celui qui capte le plus l'attention et qui donne le plus envie de continuer à lire. Mais au-delà de ça, la plume de Taylor Jenkins Reid est incroyable et les personnages, sa façon de les créer est extrêmement fascinante. On s'y attache, on veut savoir tout ce qui leur arrive et donc on continue à lire. Dans Les 7 maris d'Evelyn Hugo, c'est une journaliste qui va aller interviewer Evelyn Hugo, une ancienne gigastar, pour savoir qu'est-ce qui est arrivé en fait dans son passé, dans sa vie, qu'elle raconte un peu son mémoire et qu'on découvre les secrets qu'elle a cachés à tout le monde. C'est fascinant d'être dans sa tête et la façon dont l'histoire est racontée nous fait comprendre qu'il y a des enjeux qui vont se révéler au fur et à mesure. Donc encore une fois, on ne veut pas lâcher le livre. Hello Nissa. Je sais même pas comment ça la caresser qu'elle ronronne. Elle a décidé que c'était l'heure. Elle s'en fout que je sois en train de filmer ou quoi que ce soit, Nissa. Elle a décidé c'est l'heure. C'est l'heure. Je vais quand même vous parler, si tu me permets, des livres fantasy que je recommande maintenant. Donc j'ai de la fantasy pure, j'ai aussi de la romantasy. On va commencer avec la fantasy pure. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans recommander de Brandon Sanderson. La question était plus lequel. Et j'y suis allée avec Mistborn parce que c'est quand même sa saga phare et celle par laquelle la plupart des gens le découvrent. On est sur un univers fantasy plutôt médiéval où les pouvoirs des gens reposent sur les métaux. En fait, certaines personnes ont le pouvoir d'absorber un métal spécifique et d'en tirer un pouvoir, que ce soit d'avoir plus de force, de pouvoir repousser des objets, les attirer, changer sa densité, sa masse, faire certaines modifications sur son corps. Et il y a certaines personnes, en particulier les Fils des Brumes, qui arrivent à manipuler plusieurs métaux. Et on va suivre principalement 2 personnages, Vin qui est une jeune street urchin, comme une enfant des rues, et qui a toujours appris à survivre toute seule et tout, qui utilise un peu son pouvoir mais pas trop, qui va croiser un jour la route de Kelsier, qui est un homme avec un plan, qui est prêt à tout pour amener à son terme, et qui est de renverser le seigneur qui gouverne sur tout le monde d'une façon assez drastique parfois, qui maintient une partie du peuple en esclavage. Donc il a décidé de le renverser, et il va avoir besoin de l'aide de Vin pour faire ça. C'est un monde assez difficile où il y a des brumes qui absorbent les gens aussi, donc le danger est vraiment partout.
L'ambiance est extrêmement prenante et surtout Brandon Sanderson arrive à écrire des univers et des intrigues hyper bien construites, complexes mais qui se tiennent, qui ont du sens. Il y a une certaine logique et une certaine science à son système de magie aussi que je trouve hyper intéressante. Donc si vous n'avez pas peur de vous engager dans de la fantasy, foncez, c'est incroyable. Une fantasy un petit peu plus légère, un petit peu plus cosy avec La maison au milieu de la mer céruléenne. Là, on est vraiment sur quelque chose de plus doux et moins complexe, on va dire, en termes d'univers fantasy. On est dans un monde qui est quand même assez proche du nôtre, mais où il y a des enfants qui ont des pouvoirs spéciaux et qui sont placés dans des orphelinats, souvent qui sont traités à part, pas très bien traités. Et on va suivre le personnage de Linus Baker, qui est l'équivalent d'un travailleur social, qui va aller voir comment les enfants d'un certain orphelinat, qui a une très mauvaise réputation, sont traités sur une île au milieu de la mer céruléenne, dans une petite maison. Pas si petite que ça en fait. Un manoir, on pourrait dire. Et là, sa vision de la vie va se retrouver complètement transformée par ses enfants. On est vraiment sur un livre doudou, extrêmement cocooning, qui fait du bien à l'âme quand on le lit, avec des personnages extrêmement touchants et les liens qui tissent entre eux. C'est beaucoup trop mignon. Et si vous cherchez un livre qui soit plein de douceur, de beaux moments, de moments émouvants aussi, sans trop de complexité dans l'univers ou dans l'intrigue, celui-là est là pour vous. Je repasse cette fois-ci à de la fantasy un petit peu plus complexe mais incroyable, et un autre livre que je voulais mentionner à cause de Johan parce qu'il a aussi lu et adoré, Le nom du vent de Patrick Rothfuss. Alors c'est un cadeau empoisonné parce que ce livre est génial, incroyable. On y suit le personnage de Coate qui est tavernier et un jour il y a un voyageur qui vient dans sa taverne et qui lui demande de raconter l'histoire de sa vie parce que Coate a une vie extrêmement intéressante. Il a été enfant dans une troupe ambulante. Il a étudié à une école de magie, il a même été au service du roi, il a vécu plein de choses qu'on va découvrir au fur et à mesure des jours où il raconte son histoire. C'est encore une fois extrêmement bien écrit, l'univers est hyper prenant, on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce que c'est empoisonné comme cadeau maintenant? Parce que ça fait plus de 10 ans, peut-être plus de 15, 20, je ne sais plus, qu'on attend le 3e tome de la série. Donc juste sachez-le. Je voulais le recommander parce que je trouve que c'est quand même un très bon choix pour les gens qui veulent se lancer dans la fantasy, vraiment. Mais il faut savoir ce petit bémol. Je vais finir avec des recommandations romantaisie. Certaines, je pouvais pas ne pas les mentionner parce que c'est des livres qui ont fait se lancer dans la lecture tellement de monde que je pouvais pas ne pas les nommer, et je vais finir avec eux. Du coup, j'avais pas le choix. Mais avant ça, je vais quand même vous parler de Assistant to the Villain, qui est une sortie quand même assez récente et qui est très très drôle. C'est la première chose que je veux dire sur ce livre, c'est un livre qui ne se prend pas au sérieux et qu'il ne faut pas lire au sérieux non plus. Parce qu'on a Evie qui est une jeune fille hyper naïve, douce, sunshine, genre à 200%, qui va entrer au service du méchant du royaume. Elle va devenir son assistante, un peu en mode The Office version fantasy. Et on va se rendre compte au fil des pages que peut-être, bien sûr, le méchant n'est pas le seul méchant de l'histoire. Oui, il fait des choses vilaines, il tue des gens quand même, je pense. Mais l'histoire est plus complexe qu'il n'y paraît. Au-delà de l'intrigue qui est sympathique, c'est surtout la plume de l'autrice, sa façon de vraiment aller over the top dans ce qui se passe avec les personnages, de décrire les choses en fait que je trouve très drôle. Un autre livre extrêmement divertissant, avec des moments touchants aussi. Et dans le 2e tome, qui s'appelle Apprentice to the Villain, l'intrigue prend vraiment un tour auquel je m'attendais pas forcément et que j'espère voir explorer dans le 3e tome encore plus. Moi je me suis régalée vraiment avec cette lecture, encore une fois de la fantaisie qui n'est pas trop difficile à comprendre si on veut se lancer, avec en plus de la romance. Il se lit extrêmement bien. Si vous voulez vous lancer dans ce genre-là, très bon choix. Et comme je vous le disais, je vais finir avec les classiques des classiques, mais encore une fois, ils le sont pour une raison. Le Prince Cruel de Holly Black, où on a Jude, une jeune humaine qui a été amenée au royaume des fées, qui tente d'y survivre tant bien que mal, parfois mal, et qui se retrouve un peu être la souffre-douleur du prince Cardan. Et elle va décider qu'à un moment elle en a marre, et qu'elle va plus se laisser faire, et qu'elle va lui foutre la misère aussi. C'est une romance Enemies to Lovers, vraiment genre la romance Enemies to Lovers pour moi. The original, ou en tout cas celle qui
mérite le plus le titre. Mais ce que j'aime au-delà de ça, même si j'adore les deux personnages, c'est l'univers féerique que Holly Black a créé en nous amenant des fées qui sont irrésistibles, mais aussi extrêmement empoisonnées et dangereuses. Elle reprend plein de thématiques du folklore européen, les twist un peu à sa façon, et c'est vraiment hyper intéressant. Les livres ne sont pas très longs aussi, et ça on apprécie les livres fantasy qui sont pas très longs. Vraiment à découvrir si ce n'est pas encore fait. Le prochain, j'ai presque honte tellement il est connu, mais il le fallait. C'est Takotar, un palais d'épines et de roses, encore une fois parce que ce livre a fait se remettre à la lecture tellement de monde, et même pour moi c'est le livre un peu qui m'a lancé sur Bookstagram, donc encore une fois il a une place spéciale dans mon cœur. On dit souvent que c'est une réécriture de La Belle et la Bête, mais moi je tiens à souligner que c'est plus une réécriture de la ballade de Tamlin, qui est une ballade irlandaise. Je présente aussi le livre très rapidement parce qu'il est tellement connu. On a Feyre, une jeune humaine qui essaie de faire survivre sa famille qui est très pauvre, et elle part à la chasse régulièrement pour amener de la viande, pour amener des peaux. Un jour elle va tuer un loup qui va se révéler être en fait un fae. Et pour payer sa dette, elle va devoir être amenée dans le royaume du printemps. Et c'est son seigneur un peu qui va devenir son gardien et la garder prisonnière. C'est là qu'on retrouve le petit côté La Belle et la Bête. Elle va découvrir un autre monde. Il va y avoir de la romance. Et c'est le début d'une longue série d'aventures qu'on dévore vraiment avec bonheur. Malgré l'écriture des fois qui fait rouler un petit peu les yeux de Sarah J. Maas, je vais pas vous mentir. Je trouve qu'elle arrive vraiment à nous faire se connecter et se soucier de ces personnages d'une façon très forte. Tu te plonges vraiment à 200% en fait dans le livre et t'as pas envie d'en sortir. C'est ça le seul problème, c'est que t'as pas envie d'en sortir après. Comme je le disais, c'est vraiment des livres qui ont ramené à la lecture énormément de monde, donc ça pourrait être votre cas à vous aussi. Et je vais finir par un livre un peu dans le même genre, Fourth Wing, une sortie plus récente mais qui a le même effet que les ACOTAR, encore à ce jour d'ailleurs, même s'ils sont sortis il y a longtemps. Donc là, je pense aussi que vous avez vu ce livre passer partout, mais si ce n'est pas le cas, on est aussi sur une fantasy, romantasy avec des dragons, cette fois-ci pas des fae. Et l'héroïne Violet va entrer dans une académie militaire pour devenir dragonnière, un peu malgré elle, avec certaines difficultés, mais c'est là qu'elle est, donc maintenant elle va essayer de survivre. Et il se trouve qu'il y a aussi un autre dragonnier qui est extrêmement séduisant et qui est un petit peu son ennemi, qui s'appelle Xaden. Et même si elle est censée le détester, elle est irrépressiblement attirée par lui. Mais je tiens quand même à dire que souvent on réduit le livre à cette romance entre Violet et Xaden, ce n'est pas vraiment un spoiler, mais il y a tellement plus que ça à l'histoire. Tout le world building qui va se mettre en place puis se développer dans les prochains tomes de la série, toute l'histoire autour des dragons, les autres amitiés qui semblent, je trouve qu'il y a vraiment plein de points forts dans ce livre. Si on n'a pas peur d'avoir une écriture un petit peu moderne dans de la fantasy, et je pense que pour des gens qui ont moins l'habitude, ça peut au contraire vous faciliter l'entrée dans la fantasy. Donc je pense que ça a toutes les chances de vous plaire. Vraiment une lecture extrêmement prenante et qui me faisait un peu ressentir les mêmes choses au niveau de l'attachement pour les personnages et les sensations vraiment que t'as pendant que tu lis le livre et où tu veux pas en sortir. Donc lui aussi, si vous n'avez pas lu depuis un petit moment ou si vous voulez un bon livre pour vous remettre en selle de la lecture, c'est vraiment un livre à garder en tête. Et on termine le classement là-dessus. J'espère que ça vous aura donné envie de donner un peu plus de place à la lecture dans vos vies ou peut-être de l'inspiration pour sortir de votre panne de lecture. Si vous avez d'autres livres à suggérer, vous qui vous ont mis ou remis à la lecture, surtout n'hésitez pas à les partager en commentaire, je pense que ça intéressera beaucoup de monde. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, on va y aller avec un emoji plongeant. Je suis sûre qu'il y en a un, parce qu'on veut se replonger dans la lecture. Il y a un lien. Et j'en profite en cette fin de vidéo aussi pour dire un énorme merci à mes Patreon, les capaces, qui me permettent de continuer à créer du contenu autour de la lecture, à y consacrer plus de temps. Merci infiniment. Si jamais ça vous tente de les rejoindre, d'avoir accès à du contenu exclusif, à nos lectures communes, à notre Discord de discussion, le lien est en barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.